Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Exceptionnellement, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Je vais refaire un petit point sur le marché boursier. On en avait fait un il y a quelques semaines sur ce rebond ici. Et on avait parlé d'indicateur qui était intéressant et qui indiquait justement peut-être un faux rebond, une poursuite. Cette poursuite a eu lieu. On va refaire un petit point dessus, voir où est-ce qu'on en est. Également, je vous parlerai un petit peu de la notion de margin call et comment ça pourrait impacter les autres marchés et éventuellement quelles seraient des zones sur lesquelles on pourrait trouver un bottom d'un point de vue technique ou des événements fondamentaux qui pourraient faire que ça pourrait s'améliorer pour les marchés financier. Juste avant, je vous rappelle qu'on a un service d'algorithme qui est mis en place, qui est gratuit, qui est rentable. On vous met tous les résultats dans le Discord à chaque fois. On est probablement le seul service qui est aussi transparent avec tous ces résultats à chaque fois dans le détail de ce qu'on améliore là. Où est-ce qu'on peut améliorer le service, par exemple, comment améliorer les algos. On vous met tous les résultats qui sont positifs, qu'ils soient positifs ou négatifs. Bon, heureusement, ils sont positifs, sinon on ne proposerait pas ce service. C'est gratuit, c'est rentable, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Vous avez le lien juste ici, vous avez juste à vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire, vous créez votre compte sur la plateforme, vous validez votre KYC, ensuite vous cliquez sur Obtiens nos algos 100% gratuitement, vous renseignez prénom, email, identifiant BitGet, vous cliquez sur Rejoindre, et ensuite vous regardez ce petit lien, configure nos algos de trading, et là il y a 4 vidéos à regarder, c'est dans l'ordre 1, 2, 3, 4, et ça vous explique tout, comment configurer les algos, comment les mettre en marche, comment configurer les montants, comment configurer le risque, comment consulter les trades qui ont été exécutés, comment consulter vos gains, comment arrêter les algorithmes pour une période, les relancer, etc. Bref, on vous explique absolument tout et c'est gratuit et vous conservez 100% des gains. Alors, ici, je reviens sur le marché américain. Donc, on est sur le S&P 500. Bon, c'est pareil pour tous les marchés, que ce soit le Nasdaq, que ce soit le Dow Jones. On a cette chute qui est un petit peu, qui est centralisée un petit peu partout. Et ici, je vous avais montré un indicateur qui est assez intéressant, qui est justement un petit indice qu'on a fait, qui est un indice de construction immobilière. Donc en fait, on prend des stocks qui sont basés sur de la construction immobilière et si cet indice va bien, l'économie va bien. Si cet indice va pas bien, l'économie va pas bien. Et on voit que depuis plusieurs semaines, depuis septembre-octobre 2024, on a cette divergence, donc cette décorrélation entre le marché de la construction immobilière et les indices boursiers. Et comme vous savez l'expression, quand le marché de l'immobilier va bien, tout va bien. Quand le marché de l'immobilier va pas bien, souvent l'économie va pas bien. Pourquoi on se bat sur le marché immobilier, surtout de la construction immobilière? Parce que quand ça construit beaucoup et que les chiffres sont bons en fait pour les sociétés de construction immobilière, on estime que le chiffre d'affaires augmente, que les bénéfices augmentent, donc que ça construit, que ça se vend, etc. Et quel est le plus gros achat d'un Américain moyen? C'est sa maison ou c'est ses frais d'école, mais voilà, généralement ça va plus être la maison, surtout les prix d'immobilier maintenant. Et donc si les Américains continuent d'avoir de l'argent pour acheter des maisons, etc., et qu'ils continuent de faire des enfants, on estime que sur du long terme, l'économie va continuer de croître et que donc les marchés financiers vont continuer de croître, surtout quand il y a la Fed derrière pour faciliter tout ça. Sauf que la Fed, là, n'est plus là pour faciliter tout ça parce que la Fed ne veut pas baisser les taux d'intérêt pour le moment, ne veut pas restimuler l'économie. Elle a déjà fait un effort en réduisant le QT, mais elle n'est pas prête à relancer un QE maintenant. Comme Powell l'a dit, on n'aura pas de nouvelles facilités de stimulation économique tant que les taux ne seront pas à zéro. Et on a ici tout simplement le marché de la construction immobilière qui était en train de tirer un petit peu la gueule. Et donc ça indique que, éventuellement, il y a peut-être un début de récession dans les parages. Pourquoi? Parce qu'on a un marché du travail qui commençait un petit peu à ralentir. Pas énormément, mais tout doucement. On a également un marché ici de construction immobilière qui est en train justement de chuter. Et par exemple, je vous ai montré, mais c'est un peu ce qui s'est passé quand ça commence à diverger, etc. On est souvent sur les pas très loin de top, et quand le marché de la construction immobilière va pas très bien, on est souvent sur un marché qui va plutôt être baissier. Là, on l'a vu également en 2019-2020 avec cette hausse qui était en totale divergence. Après, il y a eu le crack Covid, mais il y a eu ce gros nettoyage. C'était exactement la même chose ici de 2017 à 2018, où le marché de l'immobilier, de la construction immobilière n'allait pas très bien parce que la Fed commençait justement à monter ses taux d'intérêt à cette époque. Et beaucoup d'Américains étaient dans l'optique de se dire, OK, on va réduire un petit peu les achats immobiliers. Et donc ensuite, on a eu cette grosse divergence, ça allait pas bien du tout. Et on a eu cette grosse chute de fin 2018. Je vous rappelle, Bitcoin était passé de 6 000 à 3 000. Et ensuite, on avait eu également ici à l'époque, 2006, 2007, 2008, là, le début de la grosse divergence, où là, pareil, 2007, ça nous disait, attention, il y a quelque chose qui va pas. Et ensuite, la crise des subprimes. Alors la crise des subprimes, c'est différent. Et du coup, actuellement, on est en train de pricer une récession, potentiellement. Ça, pour moi, c'est pas juste les taxes douanières. Les tarifs, c'est probablement également un début de pricing d'une éventuelle récession. Par exemple, on voit les modèles de JP Morgan qui, il y a un an, annonçaient 12% de récession, maintenant 60%.
Et JP Morgan qui est assez drôle, d'ailleurs, qui nous disait ici, ça pue la récession. Ici, ils nous ont dit non, vous inquiétez pas, il n'y a pas de récession. Et maintenant que le gros mouvement baissier arrive, ils nous disent leur modèle indique 60%. Bon, c'est assez drôle quand même. Après, tu peux pas vraiment prédire une récession, mais quand tu confirmes que ici, il y aura une récession alors que tes modèles te le disent pas, et que ici, tu confirmes qu'il n'y aura pas de récession alors que tes modèles n'ont pas forcément changé, c'est que tu es un peu dans l'optique de... Enfin, pour moi, je les vois comme ça, on est dans l'optique d'induire les gens en erreur. Et par contre, ici, vu les datas économiques et les taxes, etc., enfin les tarifs douaniers, oui, on se doute bien que là, il y a une récession qui est en train de frapper, enfin qui va frapper l'économie éventuellement au cours des prochains mois. Du coup, c'est ce qui fait que cette chute, alors est-ce que c'est que le début, ça, difficile d'y répondre. Maintenant, il ne faut pas se dire que les marchés, parce qu'en fait, les gens ont trop cette culture de l'instant de se dire quoi? De se dire, ah ouais, mais là, ça chute énormément, mais à tout moment, ça peut remonter comme ça, mais après, ça peut rechuter comme ça, et puis non, c'est pas comme ça que ça se passe, les gars. C'est pas comme ça que ça se passe. Ce que je veux dire, c'est que le marché peut chuter pendant 6 mois, mais pas à cette vitesse. Vous doutez bien qu'on peut pas chuter pendant 6 mois à cette vitesse, parce que si on fait moins 7% tous les jours, dans 6 mois, le marché, même avant, il sera à zéro, ce qui est pas possible, ce qui est peu probable. En revanche, que le prix fasse des rebonds, mais que si vraiment on a une récession à venir, le marché va la pricer et on pourrait avoir une dynamique baissière comme ça pour les 6 prochains mois avant que le marché se reprenne. Ça, ce ne serait pas impossible. Par exemple, au début, c'est très violent, mais on pourrait très bien avoir un marché baissier, comme là on avait eu décembre 2021 jusqu'à octobre 2022, pendant quasiment un an, le marché fait une trend baissière. Et j'ai plus l'impression qu'on va se diriger dans ça. En fait, les gens ont l'impression que ça va vite repartir, il faut absolument acheter avant que ça se retourne, mais j'ai plus l'impression que ce qui risque de se passer, au vu de la structure technique que le marché a déclenchée, c'est plutôt un trend baissier en fait. Un trend baissier. Et qu'il y aura des rebonds, très probablement, parce que le marché ne chute jamais en chute libre, des rebonds comme on a eu ici, donc on aura probablement... personnellement, je m'attendrais plus à un rebond. Alors sur le SP500, ça a déjà été tag. Peut-être alors il faudra voir vis-à-vis du Nasdaq, mais on commence à prendre des zones qui sont assez intéressantes, qui commencent, on peut se dire, ok, là, ça vaut le coup de prendre des profits si on est short et de calmer un petit peu le jeu. Pareil sur le Nasdaq, on n'est pas très loin ici d'aller chercher la prochaine zone, qui sera sous les 17 350 points. Mais je pense qu'après avoir purgé ces zones, le marché va se mettre à rebondir. C'est-à-dire que je pense qu'on n'est pas loin d'un rebond sur le marché US. D'un point de vue technique, après ça peut continuer complètement de chuter, mais je pense que sur ces niveaux il y a du short qui vont prendre du profit et on va mécaniquement, je pense, avoir un rebond sur les marchés. Je pense que tous ces gros fair value gap qu'on laisse, ces volumes imbalance, etc. vont être rebossés au cours des prochaines semaines. C'est-à-dire que tout ce qu'on a là, probablement le marché va revenir pricer ces zones. Ce qui serait pas déconnant. Maintenant, de là à se dire ok, on va bottom, on va partir to the moon, ça faudra attendre un petit peu. Voilà, le marché va devoir digérer cette baisse ici et je pense qu'on va rentrer dans une sorte de consolidation, mais pas forcément remonter et repartir en to the moon tout de suite. Ça me semble pas être la chose la plus probable, pour être honnête. Parce que on entend beaucoup le QE arrive machin. Oui, les gars, le QE s'il arrive, c'est qu'on a une récession, c'est qu'il y a eu une crise beaucoup plus violente que ça. Ça faut bien se le mettre en tête. Si vous voulez un QE, ok, attendez-vous à ce que le marché américain, ça se trouve, il revienne à 12 000 points sur le Nasdaq. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Si vous voulez un QE, ok. Serait de se dire que on va faire du basique. Souvent, on retrace sur les 38,2 quand il y a des grosses chutes sur les marchés boursiers. 38,2, c'est un très bon point. C'est ce qu'on est venu chercher en 2022. Attendez-vous à ce que le Nasdaq vienne chercher un 38,2, donc il dump dans les 14 000 points. Si vous voulez un QE, c'est une chute de cette ampleur. Donc là, on parlerait d'une chute quand même de 37% depuis le top. Et bien sûr, d'une crise économique. S'il n'y a pas de crise économique, le QE, on l'a pas. La Fed n'a aucun intérêt, ils l'ont bien fait comprendre, à relancer un QE. Donc, c'est-à-dire relancer un stimulus de l'économie. Ils n'ont pas intérêt à le faire pour le moment. Et quand vous dézoomez les graphiques, je suis désolé, mais alors soit c'est le début de quelque chose de très grave, dire ça, une bulle qui éclate et on va se manger 3 ans de bear market. Bon, pas exclure, mais je pense pas. Mais ce que je veux dire, c'est que la chute, c'est rien de dramatique. Enfin, quand on regarde le prix en annuel, le Nasdaq, par exemple, pourrait aller chercher le plus bas de l'année précédente, donc le plus bas de l'année 2024, sous les 16 334 points.
on avalerait une année de hausse, mais ce serait pas la fin du monde. Je veux dire, enfin, quand tu vois le graphique comme ça, voilà, et ça arrive 2022, c'était une année baissière. 2022 est venu prendre le plus bas de 2021, ensuite on est remonté. On pourrait faire quelque chose de similaire, c'est-à-dire s'occuper du plus bas de 2024 et trouver en bottom sous le plus bas de 2024, et puis ensuite repartir sur 2 prochaines années haussières, par exemple. Ok. Mais ça, c'est important à comprendre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas. Alors oui, c'est très brutal, c'est très violent. Mais si on prend du recul, on est au même prix qu'on était en mai 2024. Est-ce que c'est si dramatique que ça? J'ai pas forcément l'impression. C'est pas ça qui va forcer la Fed à relancer un QE. Par contre, si le Nasdaq s'enfonce, je sais pas moi, vers les niveaux là de 2023, oui, là, je pense qu'à un moment donné, ils auront pas le choix et il faudra restimuler l'économie. Mais si on va chercher ces niveaux, c'est qu'il y a eu quelque chose de dramatique, une crise, des banques qui ont fait faillite parce qu'elles sont leveragées, et venons-en à ce truc. Quels seraient les gros risques systémiques actuellement? Vous savez, toutes les banques du monde, donc que ce soit les banques européennes, les banques du Moyen-Orient, les banques d'Asie, les banques d'Amérique centrale, d'Amérique latine, etc. Bref, le monde entier, que ce soit même la Chine, etc., sont exposés au marché boursier américain. Et ces banques, souvent, ce qu'elles font, elles vont pas investir juste comme ça, elles vont mettre du leverage. Pourquoi? Parce que le marché américain ne baisse pas énormément. C'est-à-dire que, bon, des fois, il y a des grosses corrections, comme là, en 2021-2022, 36%, mais là, tu as eu le temps de venir voir cette baisse, et donc, en tant que banque, etc., tu as le temps de manager ton risque. Ce qui ferait un risque systémique, et tout à l'heure, j'en parlais dans ma première vidéo sur Bitcoin dans le brief, mais qu'est-ce qui ferait que Bitcoin, qui là est en train de consolider un petit peu, pourrait se manger une grosse vague baissière? Et ça serait pour tous les actifs, pas que pour Bitcoin, mais je parle majoritairement du Bitcoin, parce qu'on analyse Bitcoin tous les jours. C'est un appel de marge sur le marché boursier. C'est-à-dire qu'en gros, si ça continue de chuter et que tu as des banques qui commencent à se retrouver underwater parce que justement, elles n'ont pas forcément, enfin, c'est pas qu'elles n'ont pas forcément eu le temps d'agir, mais c'est que le mouvement est tellement brutal qu'on empile des banques qui vont commencer éventuellement à subir des appels de marge. En fait, elles vont devoir liquider des actifs pour récupérer du cash et éviter la liquidation. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'appel de marge. C'est que quand tu n'as plus assez d'argent pour couvrir tes positions, en fait, elle se fait liquider. Et du coup, il y a un moment donné où si le marché continue de chuter, on va rentrer dans des zones sensibles. Et en fait, vraiment, si on est sur un crash ici. Mais si vraiment ce crash se poursuit, qu'il est très violent, parce que ça se trouve, je dis qu'on va éventuellement rebondir ici, ça c'est du price action basique. C'est-à-dire que, ok, c'est un mouvement qui est violent, mais dans l'idée, c'est de rebondir, de revenir tester ces zones et de poursuivre la dynamique baissière si la dynamique reste baissière. Ce serait de voir un marché qui peut éventuellement faire ça. Mais imaginons, ça part vraiment sur un crash très fort. C'est-à-dire qu'on est sur un Covid 2.0, par exemple, mars 2020. Et que là, vraiment, le crash, il est très puissant, qu'on continue ce crash. On vient à un moment où il y a de l'appel de marge. Et en fait, c'est à ce moment-là où on serait pas très loin du bottom, du coup, sur les indices. Et ça, on le verra grâce à un crash sur les autres marchés qui sont pas censés crasher. Exemple, si par exemple, d'un coup, l'or, il se fait éclater, comme ça, c'est que tu as des banques qui sont obligées de liquider des positions ailleurs pour récupérer du cash et éviter l'appel de marge, le margin call. Et de se faire liquider et de faire faillite, littéralement. Parce que les banques sont très exposées au marché. Pourquoi elles se le permettent? Parce que si jamais ça se passe mal, ils savent qu'il y a la Fed derrière qui va les sauver. Et ils se disent, le marché américain, il fait que monter, il baisse à la limite de 10-20% quand ça baisse, sans plus, on peut mettre du leverage. Et on a le soutien de la Fed si jamais ça se passe mal. Sauf que si ça se passe vraiment mal, là, tu as des appels de marge. Et c'est ce qui s'est passé pendant Covid, où justement les gens se sont dit en mars 2020, mais pourquoi l'or s'est effondré ici là? Pourquoi l'or s'est effondré alors qu'il est censé monter? Il est monté par la suite. C'est vrai qu'on a eu un gros rallye sur l'or. Mais ici, ça s'est effondré du côté de l'or, on a quand même perdu 14%, c'est pas rien. On parle quand même d'un actif qui était valorisé à 12 000 milliards, je pense à cette époque, c'est quand même pas rien. Parce qu'il y a eu de l'appel de marge. Si vous regardez bien, au début, le marché américain, il était en train de baisser. Si vous regardez bien, le marché américain était en train de chuter. Mais l'or, lui, n'était pas trop impacté. Attendez, je vous remontre ça à l'époque, mars 2020, février 2020, vous allez comprendre. Là, vous voyez ici, on a le début de la chute sur le marché américain, ici, là. Vous voyez ce que fait l'or ici? Il continue de push. Et c'est à ce moment-là où l'or, il s'effondre. Donc c'est probablement à partir de ce moment-là, et c'est ce qui a marqué le bottom sur les indices, c'est à ce moment-là où je pense que, vu que la chute a commencé à être assez importante, donc au début, c'est une chute surtout que le marché est bien monté, c'est une chute à peu près au début de 20%, donc ça va.
Mais vous voyez, l'or commence à dégringoler quand le marché américain va chercher sous les 20-25% de baisse. Là, je pense qu'on a commencé à avoir des grosses banques, des gros fonds qui ont eu des appels de marge et qui ont dû liquider des actifs. Et c'est aussi pour ça que le Bitcoin s'est fait éclater à cette époque-là. Parce que le peu d'institutions qui étaient exposées sur Bitcoin ont probablement dû sortir du BTC, sortir du Gold, sortir un petit peu de tout pour couvrir et récupérer du cash pour éviter les appels de marge et la liquidation totale. Et donc ensuite, une fois que le Gold s'est fait éclater, on a le bottom sur les indices. Et donc c'est ce qui pourrait arriver si ça part dans une sorte de crash, c'est de se dire, si jamais vous voulez avoir l'achat ultime et que vous avez déjà commencé à DCA, mais que vous voulez vraiment vous dire, ok, moi je reste boule, et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Il faut surtout pas acheter à levier, mais si vous êtes dans l'optique de vous construire une entrée massive sur des ETF par exemple, de vous dire, ok, vous avez du cash de côté, vous voulez l'exposer sur les marchés financiers, parce que c'est sûr que un marché américain, des indices et des ETF qui chutent de 20%, on est sur des zones qui sont extrêmement intéressantes. Ce serait de vous dire, je commence à acheter ici, mais je garde du cash au cas où il y a cet éventuel margin call. Et en fait, quand vous allez voir le gold décrocher, le bitcoin décrocher, etc., là, vous allez vous dire, ok, la baisse, ça devient beaucoup trop violente, il y a vraiment des appels de marge massifs qui vont sauter, et c'est souvent à ce moment-là, on est très proche du bottom. Donc par exemple, je sais pas, moi, bitcoin pourrait faire ça, et d'un coup, si vous voyez le bitcoin cracher, et le gold cracher également, d'un coup, bam, comme ça, c'est qu'il y a justement ces appels de marge qui sont pas très loin d'être effectués. Ils ont nul choix que de liquider des grosses positions massives. Et c'est à ce moment-là où on serait pas proche du bottom de ce crash. Et donc c'est à ce moment-là où tu t'exposes si tu as du cash sur le marché de façon supplémentaire. Parce que là, je pense que pour beaucoup, vous êtes déjà en train d'acheter, ce qui est normal après une chute de 20%. Mais c'est de se dire, ok, je garde du cash, si jamais ça part un peu plus en cacahuète. Et du coup, parlons un petit peu, alors espace graphique, parlons un petit peu de cet indice de secteur immobilier. Et là, cet indice, il est en train de former une petite structure éventuellement de rebond. Donc c'est pour ça que si jamais le crash ne se poursuit pas et qu'on est dans une optique de rebond ici, que le crash vraiment, c'est bon, se stoppe un petit peu, on aurait ici l'information que le prochain mouvement sera un mouvement de rebond. Parce que là, le secteur immobilier, il est en train de former une structure, comme vous le voyez, où lui, il est prêt à rebondir. Maintenant, la question, c'est est-ce que le secteur immobilier va repartir comme ça? Si oui, il y a des chances que ce crash soit un crash similaire à ce qu'on a eu ici et que on pourrait très vite remonter comme ça au cours des prochaines semaines, c'est-à-dire avoir un deuxième trimestre de consolidation, un peu comme on avait eu ici avant de remonter comme si de rien n'était. Par contre, aussi ce secteur, et c'est pour ça qu'on va l'observer, de construction immobilière continue de tirer la tronche, c'est-à-dire qu'il nous forme un rebond, mais que derrière ça repart comme ça au sud, ça sera plutôt annonciateur d'un marché qui peut baisser pendant plusieurs mois. Et donc, en parallèle avec le marché crypto, si Bitcoin est vraiment réserve de valeur et que les indices chutent et que Bitcoin monte sur des semaines et des semaines, il y a peut-être un narratif crypto qui va se dessiner et ça pourrait emmener le Bitcoin bien au-dessus des 110 000 et peut-être qu'on aurait ce gros rush dans le Bitcoin. Éventuellement, c'est pour ça qu'il faudra observer les inflows au niveau des stablecoins. Là, vous le voyez, il n'y a plus d'inflow. Il y a même de l'argent qui est brûlé, il y a de l'argent qui sort du marché crypto. C'est pour ça que je vous dis que je trouve bizarre ce maintien du Bitcoin. Je ne le vois pas du tout comme réserve de valeur. J'ai vraiment l'impression que ça emmerde de gros poissons qui sont exposés short, que les retails soient short avec eux. Et je pense qu'il faut d'abord liquider ces retails-là, alors que les retails n'étaient pas du tout short sur les marchés boursiers. Donc c'est ce qui fait que pour moi, il y a un conflit d'intérêts qui est propre au marché crypto. Et je pense que quand ces shorters vont se faire défoncer, là, le marché pourra chuter s'il le veut. Et tout ça pour vous dire aussi que si jamais le secteur immobilier ici... Attendez, c'est pas cette charte, je me suis trompé. C'est elle. Si le secteur immobilier ne confirme pas une reprise, ça pourrait justement indiquer également certes la récession, mais peut-être aussi une crise du côté du secteur immobilier et peut-être dans d'autres secteurs. Donc ça aussi, ce ne serait pas pricé. Donc c'est ce qui fait que si vraiment on est au début d'un marché baissier de 6 mois, alors souvent on dit que les bear markets vont durer 18 mois en moyenne. Je parle pas de crypto, là, je parle vraiment de indice boursier. La période, c'est entre 12 et 18 mois. Si on est au début d'un marché baissier qui dure 12 à 18 mois, ça voudrait dire qu'on va pricer des choses pas folles. Et donc ça, on le verra venir, en fait, sur cet indice. C'est pour ça qu'il va être intéressant à observer. Parce que là, clairement, lui, il est chaud de nous dire que là, il y a un rebond qui se prépare. Donc c'est pour ça que je serais pas étonné avec les chiffres du CPI cette semaine. D'ailleurs, parlons-en. Les chiffres devraient être un petit peu meilleurs. Alors, je sais pas si ça sera... On n'a pas encore le forecast actuellement sur le CPI. On sait pas... OK, le marché annonce 2,6. Vous savez quoi, on va calculer rapidement. Attendez, laissez-moi 2 secondes.
Euh, je dois calculer 45 jours en arrière au 10 avril. On va sur Choflation et on va voir un petit peu de combien pourrait être l'inflation. Attendez. Je dois demander à ChatGPT combien ça fait 45 jours en arrière. 24 février 2025. 24 février 2025, on serait à peu près autour des 2.3 d'après Choflation et je prends une fourchette 2.06, 2.2. Donc on serait, allez, on va dire entre 2.2 et 2.4. Donc on devrait être inférieur au forecast. Donc c'est ce qui fait que jeudi 10 avril, cette semaine pourrait être une semaine de rebond. Parce que le CPI s'améliore vis-à-vis des attentes, éventuellement, là c'est que de la spéculation, autant le CPI il sort à 2.7, c'est pas impossible, mais d'après Choflation ce serait pas le cas, il sortirait autour des 2.2, 2.3, voire 2.4, donc en dessous des attentes. Et donc ça, le marché pourrait souffler un petit peu, ok ? Souffler un petit peu parce qu'on est sur des zones de rebond, là, donc ça par contre c'est le plus bas de 2024, je le mets vraiment en gros ici, c'est le lot de 2024. Hop. Et ici, vous avez là des petits plus bas intermédiaires qui pourraient initier un rebond, à mon humble avis. Donc ça se confirmerait grâce au CPI, par exemple. Sachant que le marché boursier, le marché de la construction immobilière le confirme. Mais comme je vous dis, au vu de la dynamique qui s'est dessinée, la chose là, c'est pas la chose la plus probable de repartir en to the moon comme ça. Donc imaginons on prend ces lots et ensuite on rebondit pour cette semaine. Ce serait pas la chose la plus probable de repartir en to the moon. La chose la plus probable, c'est soit de la consolidation et une remontée, ou un rebond. Mais malheureusement, on poursuit cette dynamique baissière et là, on rentre dans un vrai marché baissier sur les indices. Et donc ça, c'est le risque et ça sera observé. Parce qu'en fait, on n'a pas encore l'étendue des tarifs. On ne sait pas vraiment, est-ce que ça va vraiment faire exploser l'inflation ? Si c'est le cas, comment la Fed va réagir ? Comment ça va se passer en fait ? Parce que si demain, tout le travail de la Fed est annihilé à cause des tarifs, que là, l'inflation chutait bien, mais qu'au cours des 2 prochains mois, elle remonte à 3-4%, vous vous doutez bien que ça va poser un énorme problème et que la Fed ne pourra pas baisser les taux et qu'on va rentrer dans un engrenage où seule une grosse récession et un manque de consommation des Américains, parce que c'est aussi ce qui peut se passer, c'est-à-dire que tout devient tellement cher que les Américains ne consomment plus. Par exemple, on voit ici, je m'arrêterai ici aujourd'hui, on voit des gens qui estiment que le prochain iPhone pourrait coûter 3000 balles au lieu de 1000 balles à cause des taxes douanières. Mais imaginez, ça coûtera jamais 3000 à mon avis, mais imaginez, Apple, ils sont obligés, même si ça dure 1 an ou 2 ans, s'ils n'ont pas d'accord, de monter les prix de l'iPhone à 1800 $. Le premier, l'entrée de gamme, je sais pas, il est à combien aux States ? Peut-être à 900 $. 1000 $, imaginez, ils sont obligés de le mettre à 1800. Les Américains, tous les ans, ils étaient en train de renouveler, d'acheter un nouvel iPhone, mais là, ils le feront pas. Donc en fait, tu as des sociétés qui vont être impactées. S'ils sont obligés de monter leurs prix, mais que les clients peuvent pas suivre, là, les chiffres d'affaires vont s'effondrer. Donc tout ça, ça va nous ramener dans un ralentissement massif de l'économie. Et donc tout ça, le marché va le pricer. Et ce ralentissement massif de l'économie va faire baisser l'inflation, ce qui permettra à la Fed de baisser les taux d'intérêt. Vous voyez que le mécanisme, il n'est pas bon. Si tu empêches l'économie de consommer, ton économie, elle s'effondre. Et donc, tout naturellement, ça serait un effondrement des marchés. Effondrement des marchés ne veut pas dire zéro, mais ça pourrait vraiment être brutal si on rentre dans un cas de figure comme ça. Ça se trouve, on est à l'aube d'un énorme crash ici, j'en sais rien. Seulement si ça empêche les gens de consommer. Donc, tout ça, ça sera à prendre en compte. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup d'incertitudes et que le scénario de reprise to the moon, je repars comme si de rien n'était, est très peu probable. Pour ça que c'est plus probable la conso et peut-être la remontée si les choses vont mieux ou si les pays trouvent des accords et qu'on passe ce truc de tarifs douaniers ou alors tout simplement le marché baissier. Après, jusqu'où ça peut aller, là, seul l'avenir nous le dira. D'un point de vue technique, souvent 38,2 c'est un bon niveau, donc ça pourrait remonter, chuter pendant plusieurs mois jusqu'à ce qu'on vienne chercher 38,2, donc ce serait autour des 14 000 points sur le Nasdaq. Ça correspondrait également à la zone de rechargement du dernier mouvement haussier. Si vous regardez bien, là, depuis le mouvement de 2022, si vous prenez un petit FIB, qu'on identifie la zone de rechargement, ce serait une bonne zone. Ici, entre les 12 900 points et les 14 000 points, voilà, ce serait la zone de rechargement depuis le précédent creux. Pour sur du long terme, bien sûr, si on fait ça à moyen terme, mais sur du long terme, continuer notre trend haussier, tac, 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 ce serait la bonne zone éventuellement pour
pour former un bottom. Mais voilà, on pourrait y aller au cours des prochains mois. Je m'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle, j'ai également une formation que je vous offre, c'est le premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu. Je vous montre le mentorship rapidement, c'est une formation de 22 cours vidéo qui vous forme de A à Z sur des concepts de trading très puissants, très puissants même, que j'utilise tous les jours. J'en ai encore, je pourrais pas retrouver mon message dans le Discord parce que je l'ai pas mis dans intraday, mais bref, encore des trades hier qu'on a pu choper par exemple sur le Nasdaq, vraiment des trucs basiques de chez basique mais qui fonctionnent très bien. Pour l'obtenir, c'est très simple. Le premier lien en commentaire épinglé, ça vous ramène sur cette page. Vous avez juste à vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. Vous créez votre KYC, enfin vous validez votre KYC sur la plateforme. Vous faites un trade d'une valeur de 100 USDT. Vous êtes éligible pour le mentorship et pour le récupérer, c'est très simple. Ensuite, vous cliquez sur ce lien. La meilleure formation de trading crypto, vous cliquez sur obtenir gratuitement. Vous renseignez email identifiant BitGet, recevoir gratuitement. Et vous recevez par mail une première formation, assure ton bull market comme un pro qui est juste ici. Et ensuite, vous recevez le mentorship jusqu'à 24 heures après, le temps que notre système s'actualise. Donc, vous avez 2 formations gratuites ici à obtenir. Et pour ceux qui veulent rejoindre l'école et se former à mes côtés, ça se passe juste ici, rejoindre mon école de trading. C'est très simple, c'est une formation continue. Je vous forme tous les jours, je vous accompagne tous les jours sur les marchés. Le prix est de seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois, mais pas que. Vous avez aussi la formation de l'école qui vous sera envoyée, c'est la formation la plus complète. Donc vous avez une formation. Vous avez en plus de ça des briefs en direct tous les jours où je réponds à vos questions, on analyse les marchés, on trouve des opportunités ensemble, j'analyse vos coins, je vous aide dans votre trading si besoin. Et en plus de ça, vous avez un accès au Discord pour échanger avec tous les professeurs et être accompagné à mes côtés, aux côtés des professeurs dans le Discord. Donc c'est vraiment l'accompagnement le plus complet. Le prix est de seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois si vous le souhaitez, qui sont moins chers mais qui sont des paiements one shot. Et vous avez également les témoignages des membres si vous voulez vous faire une petite idée avant de nous rejoindre. En tout cas, vous serez les bienvenus. Je m'arrête ici. Bonne journée, bon week-end. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.